À mon âge, on apprend à accepter beaucoup de choses. Les genoux qui grincent le matin, les noms qui s'échappent parfois, les gens qui parlent plus fort comme si j'étais devenu sourd. Mais ce que Véronique m'a dit au téléphone, une semaine avant Thanksgiving, ça, je ne m'y attendais pas. Laissez-moi vous expliquer qui je suis. Gérard Bernard, 76 ans, ancien cheminot de la SNCF. J'ai passé 42 ans à conduire des trains entre Lille et Paris, et je peux vous dire qu'on apprend la ponctualité et le respect dans ce métier. Ma femme Marguerite, Dieu ait son âme, est partie il y a 3 ans. Un cancer, ça a été rapide. Depuis, je vis seul dans notre petite maison de Douai, celle qu'on a achetée en 1975 quand Christian était encore petit. Christian, c'est mon fils unique, 50 ans maintenant, cadre supérieur dans une entreprise informatique à Paris. Un bon garçon, mais, comment dire, il a changé depuis qu'il a épousé Véronique. Elle, c'est une Parisienne de souche, fille de banquier, habituée aux réceptions et aux manières. 48 ans, toujours tirée à 4 épingles, jamais un cheveu de travers. Elle organise tout dans leur vie avec une précision militaire, et Christian la laisse faire. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires d'où est-ce que vous regardez cette vidéo. Laissez-moi vous raconter comment on en est arrivé là. Vous voyez, depuis que Marguerite n'est plus là, les fêtes sont devenues différentes. Avant, c'était elle qui s'occupait de tout. Elle appelait Christian, elle organisait les menus, elle savait quoi dire à Véronique pour que tout se passe bien. Moi, je me contentais de venir avec une bouteille de bon vin et de jouer avec mes petits-enfants. Léa, 12 ans, et Thomas, 9 ans. 2 anges, c'est petit. Cette année, j'attendais Thanksgiving avec plus d'impatience que d'habitude. Les soirées sont longues quand on vit seul, et l'idée de passer du temps avec la famille, même dans leur grand appartement du 16e arrondissement qui me met toujours mal à l'aise, ça me réchauffait le cœur. Le mardi soir, j'étais en train de repasser ma chemise bleue, celle que Marguerite aimait bien, quand le téléphone a sonné. Il était 8 heures passées, ce qui m'a surpris. Véronique n'appelle jamais si tard. « Bonsoir Gérard, c'est Véronique. »« Bonsoir ma belle. Tout va bien, Christian va bien. »« Oui, tout va bien. Je t'appelle pour Thanksgiving. » Son ton était différent, plus sec que d'habitude. Véronique n'a jamais été chaleureuse avec moi, mais là, il y avait quelque chose de froid qui m'a mis mal à l'aise. « Ah, parfait. J'ai déjà acheté une belle bouteille de Chablis. Tu sais, celui que vous aviez aimé l'année dernière. Gérard, il faut qu'on parle. Cette année, on va faire les choses différemment. » Mon cœur a commencé à battre plus vite. Quand Véronique dit « il faut qu'on parle », ça n'annonce jamais rien de bon. On reçoit des collègues de Christian et leurs conjoints. C'est important pour sa carrière, une quinzaine de personnes, peut-être plus. D'accord, et alors, ça va être très chic, très parisien. On va parler business, investissement, vous comprenez. Elle marquait des pauses, comme si elle cherchait ses mots. Moi, je commençais à comprendre où elle voulait en venir, mais je n'arrivais pas à y croire. Véronique, dis-moi clairement ce que tu veux me dire. Eh bien, votre présence serait, comment dire, encombrante. Hors de propos au milieu de nos invités. Vous comprenez, n'est-ce pas? J'ai senti mes jambes se dérober sous moi. Je me suis assis sur la chaise de la cuisine, celle où Marguerite s'installait pour éplucher les légumes. Tu es en train de me dire que je ne suis pas invité au repas de Thanksgiving, dans ma propre famille. Oh, ne le prenez pas comme ça, Gérard. C'est juste que cette année, c'est différent. Vous savez bien que vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec nos amis parisiens. Elle avait raison sur ce point. Leurs amis parisiens me regardent toujours comme une curiosité avec leur sourire poli quand j'évoque mes années de cheminot. Mais de là à m'exclure complètement. Et Christian, il est d'accord avec ça. Christian comprend très bien. Il sait que c'est mieux pour tout le monde. Je veux lui parler. Il n'est pas là. Il est en déplacement jusqu'à vendredi. Mensonge. Je le savais. Christian ne voyage jamais la semaine de Thanksgiving. Et puis, j'ai entendu sa voix en arrière-plan, un murmure étouffé.
Véronique. Écoutez, Gérard, soyons honnêtes. Nous ne voulons pas de vous ici cette année. Vous pouvez peut-être venir voir les enfants le week-end d'après, mais pas pour Thanksgiving. Ces mots, nous ne voulons pas de vous ici. Ils sont restés suspendus dans l'air comme une gifle. 76 ans d'existence, 42 ans de travail honnête, 50 ans à être le père de Christian. Et voilà ce que j'entendais au bout du fil. J'ai raccroché sans rien dire. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Je suis resté assis dans ma cuisine pendant je ne sais pas combien de temps. La pendule de Marguerite marquait 9h30 quand j'ai enfin bougé. Je suis allé dans le salon et j'ai pris la photo de nous trois. Marguerite, Christian et moi, prise à Noël 1995. Christian avait 25 ans. Il venait de décrocher son premier vrai travail. On était si fiers. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je tournais et retournais la conversation dans ma tête. Comment mon fils avait-il pu laisser sa femme me parler comme ça? Comment avait-il pu être d'accord pour m'exclure? Moi qui ai payé ses études, qui l'ai soutenu dans tous ses choix, même quand il a voulu épouser cette femme qui me regardait de haut depuis le premier jour. Le mercredi matin, j'ai décidé d'appeler Christian directement sur son portable. Ça a sonné longtemps, puis il a décroché. « Salut papa. Christian, il faut qu'on parle. Je sais pourquoi tu appelles. Véronique m'a dit qu'elle t'avait parlé. Et tu es d'accord avec ça? Tu trouves ça normal? » Il y a eu un long silence. J'entendais le bruit de la circulation en arrière-plan. Il était sûrement en route vers son bureau. « Papa, c'est compliqué. Tu ne comprends pas la position dans laquelle je suis, la position dans laquelle tu es, et moi alors. Écoute, on peut se voir un autre jour. Le dimanche d'après, par exemple. On fera quelque chose, juste nous. Christian, c'est ta famille, c'est ton père. Et tu me mets de côté pour impressionner les collègues de ta femme? Ce n'est pas si simple. Si, c'est exactement si simple. Tu choisis ta femme et ses mondanités plutôt que ton père. » Il a raccroché. Mon propre fils a raccroché au nez de son père. J'ai passé le reste de la semaine dans un état bizarre. Pas exactement de la colère, pas vraiment de la tristesse non plus. Une espèce de vide. Je sortais faire mes courses, je regardais la télévision, je lisais mon journal. Mais tout me semblait creux. Jeudi matin, le jour de Thanksgiving, je me suis réveillé à 6h comme d'habitude. J'ai préparé mon café, j'ai ouvert le journal. La météo annonçait une belle journée d'automne. Dans quelques heures, ma famille allait se réunir autour d'une table, et je n'y serais pas. C'est à ce moment-là que j'ai pensé à Jacqueline. Jacqueline Petit, 75 ans, ma voisine d'en face. Jackie, comme l'appellent tous ses amis. Une femme formidable, veuve elle aussi depuis 4 ans. Elle travaillait avec Marguerite à la mairie de Douai avant de prendre sa retraite. Depuis la mort de ma femme, on prend le café ensemble 2 ou 3 fois par semaine. Elle a cette façon de m'écouter sans me juger, de comprendre sans que j'aie besoin de tout expliquer. À 9h, j'ai traversé la rue et j'ai sonné chez elle. « Gérard, qu'est-ce que vous faites là? Vous ne devriez pas être en route pour Paris ?» Elle portait sa robe de chambre bleue et tenait une tasse de thé. Ses cheveux gris étaient encore ébouriffés du sommeil, mais ses yeux verts pétillaient de cette bienveillance qui la caractérise. « Jackie, est-ce que je peux entrer? J'ai besoin de vous parler. » Elle m'a fait asseoir dans son petit salon, celui où elle reçoit toujours, avec ses biscuits faits maison et son thé Earl Grey. J'ai tout raconté. La conversation avec Véronique, l'appel à Christian, la façon dont ma propre famille m'avait mis de côté. Jackie m'a écouté sans m'interrompre une seule fois. Quand j'ai eu fini, elle a posé sa tasse et m'a regardé droit dans les yeux. « Gérard, vous savez ce que je pense? Je pense que vous avez une décision à prendre. » « Comment ça? Vous pouvez soit passer cette journée à vous apitoyer sur votre sort, soit décider que vous valez mieux que ça. Et moi, je peux vous dire une chose. Marguerite ne vous aurait jamais laissé vous appuyer sur votre sort. Elle avait raison. Marguerite détestait les gens qui se plaignaient. « On ne subit pas sa vie, Gérard. On la choisit, » disait-elle toujours. « Qu'est-ce que vous proposez? Je propose qu'on fasse notre propre Thanksgiving. Vous et moi. Un vrai repas, avec de la bonne nourriture et de la vraie compagnie. Jackie,
Gérard, ça fait 4 ans que je passe les fêtes toute seule. Mes enfants vivent au Canada, ils ne peuvent pas venir chaque année. Et franchement, l'idée de passer une soirée avec quelqu'un qui m'apprécie vraiment, ça me ferait le plus grand bien. Voilà comment j'ai décidé de ne plus mendier une invitation. À 10h du matin, Jackie et moi, on était au marché de Douai. On allait faire notre propre fête. Au marché, on a acheté tout ce qu'il faut pour une blanquette de veau. Pas de la dinde comme les Américains, mais le plat réconfortant de notre enfance. Du veau tendre, des carottes, des navets, des champignons de Paris. Jackie connaît le boucher depuis 20 ans. Il nous a donné les meilleurs morceaux. Pour un repas de fête, a-t-il demandé en voyant nos achats. Pour le plus beau Thanksgiving de ma vie, a répondu Jackie avec un sourire. On est rentré chez moi vers 11h. Jackie a insisté pour qu'on cuisine ensemble dans ma cuisine, celle où Marguerite préparait ses merveilleux petits plats. Je n'y avais pas vraiment cuisiné depuis sa mort, je me contentais de réchauffer des plats préparés. Mais là, avec Jackie qui épluchait les légumes, en me racontant des anecdotes sur ses années à la mairie, la cuisine a retrouvé une âme. On a parlé de nos conjoints disparus, de nos enfants qui ont grandi trop vite, de cette époque où on pensait que vieillir signifiait juste s'asseoir et attendre. Vous savez ce qui m'embête le plus dans cette histoire avec votre belle-fille ? M'a dit Jackie en coupant les carottes. Quoi donc ? C'est qu'elle vous traite comme si vous étiez devenu invisible, comme si vos 76 ans ne valaient plus rien. Elle avait mis le doigt sur quelque chose que je n'arrivais pas à exprimer. Ce n'était pas juste l'exclusion du repas qui me blessait. C'était cette impression d'être devenu un poids, un embarras, quelqu'un qu'on cache quand arrive de la visite. Mais le pire, c'est Christian qui laisse faire. Gérard, votre fils a choisi sa vie. Il a choisi le confort plutôt que le courage. Ça arrive à beaucoup de gens. Comment vous pouvez dire ça si calmement ? Parce que j'ai appris quelque chose en vieillissant, on ne peut pas forcer les gens à nous respecter, mais on peut choisir de ne pas accepter le manque de respect. Pendant que la blanquette mijotait doucement, on a sorti la belle vaisselle de Marguerite, celle qu'elle gardait pour les grandes occasions. Jackie a apporté ses verres en cristal, ceux qu'elle avait reçus pour son mariage et qu'elle n'utilisait jamais, parce que c'était trop beau pour tous les jours. Aujourd'hui, c'est assez beau pour nos cristaux, a-t-elle déclaré en les plaçant délicatement sur la table. J'ai descendu à la cave pour chercher une bouteille spéciale. Pas le Chablis que j'avais acheté pour Christian, mais un Gevrey Chambertin 2005 que mon père avait mis de côté avant sa mort. Pour une occasion vraiment importante, avait-il dit. 20 ans plus tard, j'avais enfin trouvé l'occasion. À 14h, on s'est attablé. La blanquette sentait bon la laurier et le thym. Le vin avait cette couleur rubis profonde des grands vins de Bourgogne. Par la fenêtre, on voyait les premiers flocons de neige de novembre qui commençaient à tomber. Gérard, je propose qu'on porte un toast. À quoi ? À nous, à ceux qui savent encore apprécier la vraie compagnie. On a trinqué et j'ai senti quelque chose se relâcher en moi. Pour la première fois depuis des jours, je respirais vraiment. On a mangé lentement, en savourant chaque bouchée, en prenant le temps de parler de tout et de rien. Jackie m'a raconté ses voyages avec son défunt mari, leurs escapades dans le sud de la France. Moi, je lui ai parlé de mes années sur les rails, des paysages qu'on traverse entre Lille et Paris, de cette sensation de liberté quand on conduit un train à travers la campagne française. Vers 15h30, mon téléphone a sonné. Christian. J'ai regardé Jackie. Elle a hoché la tête. Répondez, a-t-elle murmuré. Papa, tu vas bien ? Véronique m'a dit que tu n'avais pas rappelé pour confirmer. Il y avait du bruit derrière lui, des voix, des rires. Sa réception battait son plein. Confirmer quoi, Christian ? Que tu étais bien installé, que tu n'avais besoin de rien. Je suis très bien installé. J'ai de la excellente compagnie et un repas délicieux. Ah, tu es chez des amis ? Je suis chez moi, avec quelqu'un qui m'honore de sa présence. Jackie m'a souri et a levé son verre. Dans l'arrière-plan du téléphone, j'entendais Véronique qui parlait fort de ses projets de rénovation à des invités qui riaient poliment. Papa, écoute, peut-être qu'on peut arranger quelque chose pour la semaine prochaine. Christian,
J'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai de la bonne nourriture, du bon vin et de la compagnie qui me respecte. C'est plus que ce que j'aurais eu chez toi aujourd'hui. Papa, retourne à tes invités, Christian. Profite de ta soirée. J'ai raccroché doucement. Jackie m'a tendu mon verre. Ça va? Ça va très bien. Pour la première fois depuis longtemps, ça va très bien. On a passé le reste de l'après-midi à parler, à rire, à se souvenir. Jackie m'a montré des photos de ses voyages. Moi, je lui ai fait écouter les vieux disques de Marguerite. Vers 18h, on a ressorti la blanquette pour en reprendre une portion. Et on a ouvert une deuxième bouteille, un Sancerre, que Jackie avait apporté de chez elle. À 22h, quand Jackie a décidé de rentrer chez elle, on s'est rendu compte qu'on venait de passer la plus belle journée de Thanksgiving de nos vies. Pas de stress, pas de faux semblants, pas de conversation forcée avec des gens qui nous regardent de haut. Juste deux personnes qui s'apprécient vraiment, qui se respectent, qui partagent de vrais moments. Gérard, merci pour cette journée magnifique. C'est moi qui vous remercie, Jackie. Vous m'avez sauvé la mise. Non, Gérard. Vous vous êtes sauvé vous-même. Vous avez choisi la dignité plutôt que l'humiliation. Ce soir-là, en me couchant, j'ai pensé à Marguerite. Je sais qu'elle aurait été fière de moi. Elle qui détestait qu'on la traite avec condescendance, elle aurait applaudi ma décision de ne pas ramper pour obtenir une place à une table où je n'étais pas vraiment le bienvenu. Et vous savez quoi? Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi comme un bébé. Le lendemain matin, vendredi, je me suis réveillé avec une sensation bizarre. Pas de la colère, pas de la tristesse non plus. Une espèce de clarté, comme si j'avais enfin vu les choses telles qu'elles étaient vraiment, et non comme j'espérais qu'elles soient. J'étais en train de prendre mon café quand Jackie a frappé à ma porte. Elle tenait une enveloppe à la main. « Gérard, ça vous ennuierait de jeter un œil à ça? C'est arrivé ce matin dans ma boîte aux lettres. Mais c'est adressé à vous. » L'enveloppe portait mon nom, mais l'adresse de Jackie, l'expéditeur, un cabinet d'avocats parisien, Maître Dubois et associé. Mon sang s'est glacé. Pourquoi est-ce qu'un avocat m'écrivait? Et pourquoi chez Jackie? J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. La lettre était brève et technique, mais le message était clair. Christian et Véronique avaient engagé une procédure pour me faire placer sous tutelle. Ils invoquaient l'isolement social, les difficultés cognitives liées à l'âge et l'incapacité à gérer les affaires courantes. Jackie a vu mon visage changer de couleur. Qu'est-ce que c'est? Ils veulent me faire déclarer incapable. Qui ça, ils? Christian et Véronique. Ils disent donc que je ne peux plus gérer mes affaires, que je suis isolé socialement. Jackie m'a pris la lettre des mains et l'a lue entièrement. Son visage s'est durci. « Gérard, vous rendez-vous compte de ce que ça signifie ?»« Non. Enfin si, un peu. Ça signifie qu'ils veulent contrôler votre argent, votre maison, toutes vos décisions. Vous ne pourriez plus rien faire sans leur autorisation. C'est à ce moment-là que tout est devenu clair. L'exclusion de Thanksgiving n'était pas juste une humiliation. C'était une stratégie. Ils voulaient prouver que j'étais isolé, abandonné, incapable de maintenir des relations sociales normales. Mais ils avaient fait une erreur. Ils m'avaient sous-estimé. Jackie s'est assise en face de moi et j'ai vu dans ses yeux cette détermination que je lui connaissais bien. Cette femme avait travaillé 40 ans dans l'administration municipale. Elle savait se battre contre la bureaucratie. « Gérard, est-ce que vous me faites confiance ?»« Bien sûr, mais... » Alors on va leur montrer qu'ils se trompent complètement sur votre état mental et votre situation sociale. Et on va le faire méthodiquement. Ce jour-là, Jackie et moi, on a commencé notre enquête. Si Christian et Véronique voulaient jouer aux avocats, ils allaient découvrir que j'avais des ressources qu'ils n'imaginaient pas. D'abord, on a appelé mon médecin traitant, le docteur Lemaire. Je le connais depuis 25 ans, c'est lui qui a suivi Marguerite pendant sa maladie. Un homme droit et honnête. « Docteur, j'aurais besoin d'un certificat médical complet. Il faut que ce soit très détaillé. »« Un problème, Gérard ? Ma famille essaie de me faire passer pour gâteux.
J'ai besoin de preuves du contraire. Le docteur Lemaire a été parfait. Non seulement il a accepté de me faire passer tous les tests cognitifs possibles, mais il m'a aussi expliqué qu'il avait déjà reçu un appel de Christian la semaine précédente demandant des informations sur mon état mental. Bien sûr, j'ai refusé de lui donner quoi que ce soit sans votre autorisation. Mais maintenant, je comprends pourquoi il appelait. Ensuite, Jackie a eu une idée géniale. Elle connaît une avocate spécialisée en droit des personnes âgées, maître Sophie Moreau, une femme de 50 ans, brillante, qui a bâti sa réputation en défendant les seniors contre les abus familiaux. Le lundi suivant, on était dans son bureau. Maître Moreau a écouté toute l'histoire sans m'interrompre, en prenant des notes précises. « Monsieur Bernard, ce que vous décrivez s'appelle de la violence économique. C'est malheureusement de plus en plus fréquent. Comment ça? Des familles qui utilisent le système judiciaire pour s'emparer du patrimoine d'un parent âgé. Ils créent artificiellement des situations d'isolement, puis pointent cet isolement comme preuve d'incapacité. Elle m'a expliqué que mon cas était particulièrement vicieux. En m'excluant publiquement de Thanksgiving, puis en prétendant que j'étais socialement isolé, Christian et Véronique avaient essayé de créer la preuve de ce qu'ils voulaient démontrer. Mais ils ont commis plusieurs erreurs. D'abord, ils vous ont envoyé cette lettre chez votre voisine, ce qui prouve au contraire que vous avez des relations sociales normales. Ensuite, ils ont agi trop vite. Les procédures de mise sous tutelle prennent du temps, et pendant ce temps, on peut rassembler des preuves. Maître Moreau nous a donné une liste de choses à faire. Il fallait documenter ma vie sociale, prouver ma capacité à gérer mes affaires, et surtout, découvrir la vraie motivation derrière cette procédure. C'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Jackie et moi, on a commencé à enquêter sur la situation financière de Christian. Et ce qu'on a découvert m'a donné envie de vomir. Vous voyez, j'ai toujours été fier de mon fils. Il gagne bien sa vie, il a un bel appartement dans le 16e, une voiture de luxe. Je pensais qu'il avait réussi grâce à son travail et son intelligence. Mais la réalité était bien différente. En fouillant dans les papiers que Marguerite avait gardés, j'ai retrouvé tous les prêts que j'avais accordés à Christian au fil des années. L'acompte pour son appartement, 80 000 €. Sa voiture, 25 000 €. L'école privée des enfants, 15 000 € par an pendant 5 ans. Au total, j'avais investi plus de 200 000 € dans la vie de mon fils. Mais ça, ce n'était que le début. Jackie, avec ses contacts à la mairie, a réussi à obtenir des informations sur les revenus déclarés de Christian. Et là, on a découvert le pot aux roses. Depuis 3 ans, ses revenus avaient chuté de moitié. L'entreprise informatique pour laquelle il travaillait avait fait des coupes sombres, et Christian n'était plus le cadre supérieur qu'il prétendait être. Pire encore, j'ai découvert qu'il avait hypothéqué son appartement l'année dernière, pour 150 000 €. Où était passé cet argent? Mystère. Mais le plus choquant, c'est ce que j'ai appris en parlant avec Madame Rousseau, notre ancienne voisine qui vit maintenant près de chez Christian. Un mercredi après-midi, je lui ai rendu visite. Madame Rousseau a 84 ans, mais elle a encore toute sa tête. Elle connaît Christian depuis qu'il est enfant. « Ah, Gérard, comment allez-vous? Et Christian, comment va-t-il? Justement, j'espérais que vous pourriez me dire comment il va. Vous le voyez parfois? Oh, pas souvent, mais la dernière fois, il m'a dit quelque chose de bizarre. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a expliqué qu'il allait bientôt s'occuper de votre maison, que vous alliez déménager dans une résidence pour personnes âgées et qu'il fallait vendre la maison familiale. Il a dit ça? Quand? Oh, il y a 3 semaines environ. Juste avant cette histoire de Thanksgiving, maintenant que j'y pense. 3 semaines avant Thanksgiving, 3 semaines avant l'exclusion. Christian planifiait déjà de me faire interner et de vendre ma maison. La maison où j'ai vécu 48 ans avec Marguerite. La maison où il a grandi. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. Je tournais et retournais cette information dans ma tête. Mon fils, mon propre fils, planifiait froidement de me dépouiller de tout ce que j'avais. Mais vous savez quoi? Au lieu de me déprimer, ça m'a donné une énergie que je n'avais plus ressentie depuis des années. Jackie avait raison, on ne subit pas sa vie, on la choisit. Et j'ai choisi de me battre.
Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Moreau pour lui rapporter ce que j'avais découvert. Monsieur Bernard, ce que vous me dites là change complètement la donne. Nous ne sommes plus dans une simple tentative de mise sous tutelle. Nous sommes dans une tentative d'escroquerie familiale. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, on va réunir toutes les preuves. Ensuite, on va leur montrer qu'ils se sont attaqués à la mauvaise personne. Les semaines suivantes ont été intenses. Avec l'aide de Jackie et de Maître Moreau, j'ai constitué un dossier béton. Certificat médical prouvant mes pleines capacités cognitives. Témoignages de mes voisins attestant de ma vie sociale normale. Relevé bancaire montrant ma gestion parfaite de mes finances. Et surtout, toutes les preuves des prêts accordés à Christian au fil des années. Mais j'ai aussi découvert quelque chose qui m'a fait encore plus mal que tout le reste. En cherchant dans les papiers de Marguerite, j'ai trouvé son testament. Elle avait légué ses bijoux de famille à Léa, ma petite fille. Des bijoux qui avaient appartenu à sa grand-mère puis à sa mère. Une parure en or avec des perles fines, d'une valeur sentimentale inestimable. Curiosité, j'ai voulu vérifier qu'ils étaient toujours dans le coffre. Et là, j'ai découvert qu'ils avaient disparu. J'ai appelé Christian directement. « Christian, les bijoux de ta mère ne sont plus dans le coffre. Tu sais où ils sont ?» Il y a eu un long silence. « Papa, on a eu quelques frais imprévus. Véronique a pensé que maman n'aurait pas voulu que ses bijoux restent dans un coffre sans servir à rien. Vous les avez vendus? On les a mis en garantie, temporairement. Christian, ces bijoux étaient pour Léa. C'était dans le testament de ta mère. Papa, Léa n'a que 12 ans. Elle n'en a pas besoin maintenant. Voilà, la preuve de frieza que je cherchais. Ils avaient vendu les bijoux de Marguerite, les bijoux destinés à leur propre fille, pour éponger leurs dettes. Et ils prévoyaient de s'emparer de ma maison de la même façon. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision finale. Je n'allais pas me contenter de me défendre. J'allais contre-attaquer. Le vendredi suivant, j'ai demandé à Jackie de m'accompagner chez le notaire, Maître Leblanc, qui s'occupe de nos affaires familiales depuis 25 ans. Un homme de confiance qui connaît toute l'histoire de notre famille. Monsieur Bernard, que puis-je faire pour vous? Maître, je veux modifier mon testament. Intégralement. J'ai expliqué toute la situation au notaire. La tentative de mise sous tutelle, l'exclusion de Thanksgiving, la vente des bijoux de Marguerite. Il m'a écouté avec attention en prenant des notes. Monsieur Bernard, je dois vous dire que ce que vous me décrivez là me choque profondément. Je connais Christian depuis qu'il est enfant. Moi aussi, maître, c'est bien ça le problème. Le Nouveau Testament était simple et implacable. Ma maison et la moitié de mes économies iraient à Jackie, qui s'était montrée une vraie amie dans les moments difficiles. L'autre moitié de mes économies serait placée dans un fonds en fidéicommis pour Léa et Thomas, mes petits-enfants, qu'ils recevraient à leur majorité. Christian et Véronique ne recevraient rien, sauf une lettre explicative que le notaire leur remettrait après ma mort. Mais j'ai aussi ajouté une clause spéciale. Si Christian contestait le testament ou tentait de faire pression sur Jackie ou les enfants, tout l'héritage irait à des œuvres caritatives. Êtes-vous sûr de votre décision, monsieur Bernard? Maître, on m'a appris que la famille, c'est sacré. Mais on ne m'a jamais dit que ça justifiait de se faire humilier et dépouiller par ses propres enfants. En sortant de chez le notaire, Jackie et moi, on est allés prendre un café dans notre bistrot habituel, celui où on va depuis que nos conjoints sont partis. Elle était silencieuse, pensive. « Jackie, qu'est-ce qui vous tracasse ?»« Gérard, vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez? C'est votre fils malgré tout. Jackie, est-ce que vous savez ce qui m'a fait le plus mal dans toute cette histoire? Non, dites-moi. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est même pas la tentative de mise sous tutelle. C'est cette phrase « Nous ne voulons pas de vous ici. 76 ans d'existence, et mon propre fils me dit qu'il ne veut pas de moi. » Jackie a posé sa main sur la mienne. « Gérard, vous savez ce que je pense. Je pense que vous lui donnez une dernière leçon. Vous lui montrez qu'on ne traite pas son père comme un meuble encombrant. » Elle avait raison. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de l'éducation. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là.
Parce que pendant qu'on préparait ma défense, Christian et Véronique, eux, ils accéléraient leurs manœuvres. Le mardi suivant, j'ai reçu la visite d'une assistante sociale. Madame Durand, 50 ans. L'air fatigué de quelqu'un qui a vu trop de familles dysfonctionnelles. Monsieur Bernard, je viens dans le cadre de la procédure engagée par votre famille. Il faut que je vérifie vos conditions de vie. Heureusement, Jackie était là. On avait préparé cette visite avec Maître Moreau. La maison était impeccable, mon frigo était plein, mes factures étaient payées et classées. J'avais même préparé un planning de mes activités sociales, les cafés avec Jackie, mes visites chez le médecin, mes courses au marché où tous les commerçants me connaissent. Madame Durand a passé 2 heures chez moi. Elle a vérifié ma cuisine, ma salle de bain, mes papiers administratifs. Elle m'a posé des questions sur ma santé, mes relations sociales, ma gestion financière. À la fin, elle s'est assise dans mon salon et m'a regardé droit dans les yeux. « Monsieur Bernard, puis-je vous parler franchement ? Je vous en prie. En 20 ans de carrière, j'ai vu beaucoup de personnes âgées qui avaient vraiment besoin d'aide. Vous, manifestement, vous n'en faites pas partie. Et alors ? Alors je me demande pourquoi votre famille a engagé cette procédure. Parce que d'après ce que je vois, vous êtes parfaitement autonome et vous avez même une meilleure vie sociale que beaucoup de gens de 30 ans. J'ai décidé de jouer carte sur table. Je lui ai tout raconté. L'exclusion de Thanksgiving, la tentative de mise sous tutelle, mes découvertes sur les finances de Christian et la vente des bijoux de Marguerite. Madame Durand m'a écouté sans broncher. Quand j'ai eu fini, elle a secoué la tête. « Monsieur Bernard, ce que vous me décrivez, c'est ce qu'on appelle de la maltraitance familiale. Et croyez-moi, mon rapport va être très clair sur votre situation. » Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de Christian. Il était furieux. « Papa, qu'est-ce que tu as raconté à l'assistante sociale ?»« La vérité, Christian, juste la vérité. Elle dit que notre procédure est abusive, elle recommande de la classer sans suite. Tant mieux, ça m'évitera des frais d'avocat. Papa, tu ne comprends pas, on essaie de t'aider. M'aider à quoi? À me débarrasser de ma maison? À perdre mon autonomie? À finir mes jours dans un mouroir? » Il y a eu un long silence. Puis Christian a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. « Papa, si tu continues comme ça, tu vas le regretter. » Une menace. Mon propre fils me menaçait. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Maître Moreau pour lui rapporter cette conversation. Elle m'a conseillé de porter plainte pour menace, mais j'ai refusé. Je n'avais pas envie de traîner mon fils devant un tribunal, pas encore. Mais cette menace m'a fait prendre conscience d'une chose. Christian et Véronique ne s'arrêteraient pas là. Ils allaient essayer autre chose. Et j'avais raison. 2 jours plus tard, j'ai découvert leur nouveau plan. Un plan tellement vicieux que j'en ai eu des sueurs froides. C'est Jackie qui s'en est aperçue la première. Elle revenait de faire ses courses quand elle a vu une camionnette garée devant chez moi. Des hommes en bleu de travail sortaient des cartons de chez moi. « Gérard, venez vite. Il y a des gens qui sortent vos affaires de chez vous. » Je suis sorti en courant. Effectivement, 2 déménageurs étaient en train de charger mes meubles dans leur camionnette. Et au milieu d'eux, dirigeant les opérations, il y avait Véronique. « Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez tout de suite. » Véronique s'est retournée vers moi avec ce sourire faux que je lui connais bien. « Ah, Gérard. Parfait. Vous tombez bien. On vient récupérer les affaires de Marguerite pour les mettre en sécurité. » « En sécurité? De quoi vous parlez? » Eh bien, à votre âge, tout seul dans cette grande maison, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Christian a pensé qu'il valait mieux mettre les objets de valeur à l'abri. J'ai regardé les cartons. Ils contenaient la porcelaine de Marguerite, ses nappes brodées à la main, ses livres, ses photos de famille. Tout ce qui me restait d'elle. Vous n'avez pas le droit. Ces affaires sont à moi. Gérard, ne vous énervez pas. C'est temporaire, en attendant que la situation se clarifie. Jackie s'est avancée vers les déménageurs. « Messieurs, avez-vous une autorisation légale pour faire ça ?» Les déménageurs se sont regardés, visiblement mal à l'aise. Le plus âgé a sorti une feuille de sa poche. « On a un ordre de la famille, le fils de monsieur. » Un ordre de famille, ça n'existe pas légalement.
a rétorqué Jackie. Vous êtes en train de commettre un vol. Véronique a perdu son sang-froid. De quoi vous vous mêlez, vous? Cette histoire ne vous concerne pas. Si, ça me concerne. Je ne laisserai pas des voleurs dévaliser mon ami sous mes yeux. Jackie a sorti son téléphone et a composé le 17. Allô, la police? J'ai besoin d'une intervention urgente. Des gens sont en train de cambrioler la maison de mon voisin. Les déménageurs ont commencé à remettre les cartons dans la maison. Ils n'avaient visiblement pas envie d'avoir affaire à la police. Véronique était livide de rage. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de nous. Christian ne laissera pas passer ça. Elle est partie en claquant la portière de sa voiture. Quand la police est arrivée, j'ai porté plainte pour tentative de vol. L'agent qui a pris ma déposition était un jeune homme sympathique qui m'a expliqué que ce genre d'affaires était de plus en plus fréquent. Monsieur Bernard, vous avez bien fait d'appeler. Même en famille, personne n'a le droit de vous prendre vos affaires sans votre accord. Ce soir-là, Jackie et moi, on a fait l'inventaire de tout ce qu'ils avaient tenté d'emporter. C'était minutieusement choisi, tout ce qui avait de la valeur sentimentale ou financière. La porcelaine de Marguerite, ses bijoux restants, mes livres de collection sur les chemins de fer, mes médailles du travail. Gérard, vous rendez-vous compte? Ils avaient tout préparé. Cette opération était planifiée depuis des semaines. Je sais, Jackie, ils pensaient que j'étais devenu assez faible pour me laisser faire. Eh bien, ils se sont trompés. Cette tentative de vol a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai décidé qu'il était temps de passer à l'offensive. Fini les défenses, fini de subir leurs attaques. Il était temps de leur montrer de quoi était capable un ancien cheminot de 76 ans quand on touche à ce qu'il a de plus cher. Mais avant de vous raconter comment j'ai riposté, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand on vieillit, les gens pensent qu'on devient fragile, qu'on perd nos moyens. C'est vrai qu'on ralentit physiquement, mais mentalement, l'expérience, la patience, la connaissance des gens, ça ne vieillit pas. Ça s'affine. Et Christian et Véronique allèrent l'apprendre à leurs dépens. Le lendemain de la tentative de vol, j'ai pris une décision qui allait changer le cours des choses. J'ai demandé à Jackie de m'accompagner pour une visite que je remettais depuis trop longtemps, aller voir mes petits-enfants à leur sortie d'école. Vous comprenez, depuis des mois, je n'avais vu Léa et Thomas qu'en présence de leurs parents, dans des situations contrôlées où Véronique orchestrait tout. Mais ces enfants, c'est mon sang. Ils ont le droit de connaître leur grand-père, et moi j'ai le droit de leur parler. L'école Sainte-Marie, dans le 16e arrondissement. Une école privée chic où Véronique a inscrit les enfants pour soigner son image sociale. Jackie et moi, on s'est posté discrètement près de la sortie, à 16h30. Quand j'ai vu Léa sortir avec son cartable rose, mon cœur s'est serré. 12 ans, les cheveux châtains de sa grand-mère, les yeux vifs de son père. Elle a grandi depuis la dernière fois que je l'ai vue vraiment, à Pâques dernier. Léa, ma chérie. Elle s'est retournée et son visage s'est illuminé. Grand-père, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te voir, ma puce, et voir comment tu allais. Thomas est arrivé en courant, 9 ans, tout excité de voir son grand-père. Grand-père, maman a dit que tu étais malade, que c'est pour ça qu'on ne te voit plus. J'ai senti la colère monter en moi, mais je me suis contrôlé. Ces enfants n'étaient pour rien dans cette histoire. Non, mon bonhomme, je ne suis pas malade. Je vais très bien. Regarde, je te présente Jackie, une amie très chère. Jackie s'est agenouillée à leur niveau avec cette douceur naturelle qu'elle a avec les enfants. Bonjour les enfants. Votre grand-père me parle tout le temps de vous. Léa, il m'a dit que tu adorais la lecture. Oh oui. En ce moment, je lis Les 4 filles du docteur Marsh. Un excellent choix. Et toi, Thomas, qu'est-ce que tu aimes? Les trains, comme grand-père avant. Il m'a promis qu'un jour, il m'emmènerait voir de vrais trains de marchandises. Mon petit-fils se souvenait de cette promesse que j'avais faite il y a 2 ans. Ça m'a fait chaud au cœur, mais aussi mal de réaliser tout ce que j'étais en train de rater de leur enfance. On a discuté pendant une 20aine de minutes. Les enfants m'ont raconté l'école, leurs amis, leurs projets.
Léa m'a parlé d'un exposé qu'elle préparait sur l'histoire de sa famille et comment elle aimerait que je lui raconte l'histoire de mes parents. Grand-père, pourquoi on ne te voit plus pour les fêtes? Maman dit que tu préfères rester chez toi maintenant. Là, j'ai dû faire un choix. Dire la vérité à une enfant de 12 ans ou continuer à protéger ses parents. J'ai opté pour une demi-vérité. Ma chérie, parfois les adultes ne sont pas d'accord entre eux. Mais ce que je veux que tu saches, c'est que grand-père vous aime très fort, toi et Thomas, et que ça ne changera jamais. Au moment de partir, Léa m'a glissé quelque chose dans la main, un petit papier plié. C'est mon numéro de téléphone portable. Maman ne le sait pas, mais j'ai un téléphone depuis septembre. Tu peux m'appeler quand tu veux. Cette petite, si intelligente, avait compris qu'il se passait quelque chose entre les adultes et elle voulait garder le contact avec moi. Dans le train du retour vers Douai, Jackie et moi, on était silencieux. Voir ses enfants m'avait fait du bien, mais ça m'avait aussi rappelé tout ce que Christian et Véronique m'avaient pris. Gérard, ces enfants vous adorent. Je sais. Et c'est exactement pour ça que je ne peux pas laisser passer ce que font leurs parents. Comment ça? Jackie, vous avez entendu Thomas. Il croit que je suis malade. Léa pense que je les évite. Leurs parents sont en train de m'effacer de leur vie, et eux, ils grandiront en pensant que leur grand-père les a abandonnés. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'accélérer mes plans. Il ne s'agissait plus juste de me défendre contre Christian et Véronique. Il s'agissait de sauver ma relation avec mes petits-enfants. Le lundi suivant, j'ai eu une longue conversation avec Maître Moreau. Je lui ai expliqué ce que je voulais faire et elle m'a aidé à mettre au point une stratégie légale imparable. Monsieur Bernard, ce que vous me proposez là, c'est du grand art juridique. Mais êtes-vous sûr de vouloir aller jusque-là? Maître, ils ont essayé de me voler ma liberté, ma maison et mes souvenirs. Maintenant, ils essaient de me voler mes petits-enfants. Oui, je suis sûr. Voici ce qu'on a mis en place. Premièrement, j'ai créé une fondation familiale. Une structure légale où j'ai transféré une partie importante de mon patrimoine avec pour mission de veiller à l'éducation et au bien-être de Léa et Thomas. Cette fondation était gérée par un conseil d'administration composé de moi-même, de Jackie, de Maître Moreau et d'un ancien collègue cheminot en qui j'ai toute confiance, Michel Dubois. Deuxièmement, j'ai fait établir un droit de visite légal avec mes petits-enfants. Même si Christian et Véronique s'y opposaient, la loi française protège les relations entre grands-parents et petits-enfants. Troisièmement, et c'était le plus important, j'ai rassemblé toutes les preuves de leur manœuvre et j'ai préparé un dossier complet que j'allais leur présenter. Pas pour les détruire, mais pour leur faire comprendre qu'ils s'étaient attaqués à la mauvaise personne. Le jeudi 12 décembre, exactement 3 semaines après ce fameux Thanksgiving, j'ai appelé Christian. « Christian, il faut qu'on se parle. Toi, moi et Véronique, demain 15h, chez moi. Papa, on n'a rien à se dire et Véronique ne viendra pas chez toi après ce qui s'est passé avec la police. Christian, ce n'est pas une invitation, c'est une convocation. Si vous ne venez pas, vous recevrez tout par courrier recommandé lundi matin. Et croyez-moi, il vaut mieux qu'on discute en face à face. » Il y a eu un long silence. « De quoi tu veux qu'on discute ? De votre avenir, de celui des enfants et de mon testament. » Le mot « testament » a eu l'effet escompté. Christian a accepté de venir. Le vendredi après-midi, à 15h précises, la voiture de Christian s'est garée devant chez moi. Ils sont sortis tous les deux, lui l'air tendu, elle carrément hostile. J'avais préparé le salon comme pour une réunion d'affaires. 3 chaises face à face, mes dossiers bien rangés sur la table basse et Jackie à côté de moi comme témoin. J'avais mis ma plus belle chemise, celle que Marguerite préférait, et mon costume du dimanche. Il fallait qu'ils comprennent que cette conversation était officielle. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Véronique a regardé autour d'elle avec ce mépris que je lui connais bien. « Gérard, on n'a pas de temps à perdre. Dites-nous ce que vous voulez. Ce que je veux que vous compreniez exactement dans quelle situation vous vous êtes mis. J'ai ouvert le premier dossier. Toutes les preuves de leur prêt jamais remboursé. 200 000 € au total. Christian,
est-ce que tu te souviens de tous ces prêts que je t'ai accordés au fil des années? Papa, tu nous avais dit que c'était des cadeaux. Non, Christian, j'ai tous les papiers. Des prêts familiaux, avec ta signature, jamais remboursés. Véronique a blêmi. Elle commençait à comprendre où je voulais en venir. J'ai ouvert le deuxième dossier. Les preuves de leurs difficultés financières. L'hypothèque sur leur appartement, la baisse des revenus de Christian, les créances impayées. Vous voulez que je continue? Les bijoux de Marguerite vendus sans mon autorisation. La tentative de mise sous tutelle abusive. L'exclusion de Thanksgiving pour m'isoler socialement. La tentative de vol de mes affaires. Les mensonges racontés aux enfants sur mon état de santé. Christian était devenu livide. Véronique essayait encore de sauver la face. Tout ça, c'est de l'interprétation. On n'a rien fait d'illégal. Vraiment? J'ai sorti le troisième dossier. Le rapport de l'assistante sociale innocentant complètement ma situation. Le certificat médical attestant de mes pleines capacités. Les témoignages de mes voisins. Et surtout, le procès verbal de police pour la tentative de vol. Véronique, tentative de vol en réunion, c'est du pénal, jusqu'à 3 ans de prison. Manipulation d'une personne vulnérable, c'est aussi du pénal. Vous voulez que je continue? Le silence était pesant. Christian regardait ses mains, incapable de me regarder dans les yeux. Puis j'ai sorti le 4e dossier, mon Nouveau Testament. Maintenant, parlons de votre avenir. Christian, dans mon Ancien Testament, tu héritais de tout. La maison, les économies, tout. Ça représente environ 450 000 €. Véronique s'est redressée. L'argent, ça la faisait toujours réagir. Dans mon Nouveau Testament, tu n'hérites de rien. Tout va soit à Jackie, soit dans un fonds en fidéicommis pour Léa et Thomas qu'ils toucheront à leur majorité. Papa, tu ne peux pas faire ça. Si, Christian, je peux. Et j'ai fait. Le testament est signé, notarié, inattaquable. Véronique a explosé. C'est de la manipulation. On va contester. Vous allez quoi? Prouver que j'ai perdu la raison? Avec quelle preuve? L'assistante sociale qui dit que je vais parfaitement bien? Le médecin qui certifie que j'ai toutes mes capacités? Allez-y, essayez. J'ai marqué une pause pour laisser l'information pénétrer. Puis j'ai continué. Mais je ne suis pas un monstre. Je vous propose un arrangement. Christian a relevé la tête, un espoir dans le regard. Premièrement, vous arrêtez immédiatement toutes vos procédures abusives. Deuxièmement, vous me remboursez les 200 000 € de prêt, ou alors on transforme ça en donation officielle avec les droits de succession qui vont bien. Véronique a blêmi encore plus. Les droits de succession sur 200 000 €, c'était environ 40 000 € d'impôts à payer immédiatement. Troisièmement, vous me rendez les bijoux de Marguerite. Tous. Ou leur équivalent en argent pour que je puisse les racheter. Papa, on ne les a plus. Alors vous vous débrouillez pour les récupérer ou pour me rembourser les 25 000 € qu'ils valaient. J'ai sorti mon dernier atout. Quatrièmement, et c'est le plus important, j'ai un droit de visite légal avec mes petits-enfants. 1 fois par mois, minimum. Et vous arrêtez de leur mentir sur mon état de santé ou nos relations. En échange de quoi? A demandé Véronique, la voix tremblante de rage. En échange, je modifie mon testament. Vous récupérez 50% de l'héritage. L'autre moitié reste pour les enfants, mais vous en aurez la gestion jusqu'à leur majorité. Christian et Véronique se sont regardés. Ils calculaient furieusement dans leur tête. Et si on refuse? A demandé Véronique. Si vous refusez, non seulement vous n'hériterez de rien, mais je porte plainte au pénal pour tout ce que vous avez fait. Tentative d'escroquerie, vol, manipulation de personnes vulnérables. Jackie est témoin de tout. J'ai tous les papiers. Vous voulez vraiment finir au tribunal? Le silence s'est installé. On entendait juste le tic-tac de la pendule de Marguerite. Finalement, Christian a parlé d'une voix à peine audible. « Papa, je suis désolé. Je ne sais pas comment on en est arrivé là. Moi, je le sais, Christian. Vous êtes arrivé là parce que vous avez pris votre père pour un vieux con qu'on pouvait manipuler et dépouiller sans conséquence. » Véronique a essayé une dernière fois de sauver la face. « On pensait vraiment que c'était mieux pour vous.
Cette grande maison, tout seul. Véronique, arrêtez de mentir. Vous pensiez que c'était mieux pour vous. Vous aviez besoin d'argent, et vous avez vu dans votre beau-père âgé une proie facile. Elle a baissé la tête. Pour la première fois depuis que je la connaissais, Véronique était à court de mots. Vous avez 1 semaine pour me donner votre réponse. Si je n'ai pas de nouvelles lundi prochain, je considérerai que vous refusez mon arrangement et j'agirai en conséquence. Ils sont partis sans un mot. Christian ne m'a même pas dit au revoir. Quand leur voiture a disparu, Jackie s'est tournée vers moi. Gérard, vous étiez magnifique, calme, précis, implacable. Jackie, vous savez ce qui m'a fait le plus de peine dans tout ça? Non, dites-moi. Christian n'a pas nié une seule fois. Il n'a pas dit « Papa, tu te trompes. On ne voulait pas te faire du mal. » Il savait exactement ce qu'il faisait et il l'a laissé faire. Le week-end a été long. Je n'arrêtais pas de penser à cette confrontation, à l'expression de Christian quand il avait réalisé que son plan était éventé. J'étais à la fois soulagé d'avoir mis les choses au clair et triste de constater à quel point mon fils était devenu un étranger. Le dimanche soir, j'ai reçu un texto de Léa. « Grand-père, est-ce que tout va bien? Papa et maman sont bizarres depuis vendredi. » J'ai répondu « Tout va bien, ma chérie. Les adultes règlent parfois des problèmes compliqués, mais ça va s'arranger. » Le lundi matin, à 10 heures précises, Christian m'a appelé. « Papa, on accepte tes conditions. » Toutes. Toutes. On va rembourser les prêts, récupérer les bijoux de maman et tu pourras voir les enfants quand tu veux. Christian, je ne veux pas les voir quand je veux. Je veux un calendrier fixe, officiel. 1 fois par mois minimum, plus les grandes vacances, si ça me dit. D'accord. Il y a eu un silence, puis il a ajouté d'une voix brisée. Papa, est-ce que tu pourras nous pardonner un jour? Cette question m'a prise au dépourvu. Je m'attendais à tout sauf à ça. Christian, le pardon, ça se mérite. Commence par respecter nos accords, par traiter ton père avec la dignité qu'il mérite et par arrêter de mentir à tes enfants. Après, on verra. Les semaines suivantes ont été consacrées à mettre en place nos accords. Maître Moreau a rédigé tous les documents nécessaires. Christian et Véronique ont effectivement remboursé les 200 000 €. Ils ont dû vendre leur voiture de luxe et contracter un nouveau prêt. Mais ils l'ont fait. Pour les bijoux de Marguerite, c'était plus compliqué. Ils les avaient vendus à un bijoutier parisien qui les avait déjà revendus. Finalement, ils m'ont remboursé 30 000 € et avec cet argent, j'ai acheté de nouveaux bijoux que j'ai mis de côté pour Léa. Pas les mêmes que ceux de sa grand-mère, mais de beaux bijoux qu'elle portera en pensant à nous. Et surtout, j'ai recommencé à voir régulièrement mes petits-enfants. Chaque premier dimanche du mois, ils viennent passer l'après-midi chez moi. Jackie et moi, on leur prépare des gâteaux, on leur raconte des histoires de notre époque et Thomas m'aide à s'occuper de mon petit potager. La première fois qu'ils sont venus, fin décembre, Léa m'a demandé « Grand-père, c'est vrai que tu étais fâché contre papa et maman ?» Ma chérie, parfois les adultes ne sont pas d'accord entre eux. Mais l'important, c'est qu'on ait trouvé une solution qui permet à grand-père de vous voir grandir. Et Jackie, elle va rester notre amie? Bien sûr. Jackie fait partie de la famille maintenant. Thomas, lui, était juste content de pouvoir enfin visiter ma cave où j'ai gardé tous mes souvenirs de cheminot. Je lui ai promis qu'au printemps, on irait ensemble voir passer les trains de marchandises à la gare de triage de Lens. Les relations avec Christian restent compliquées. Il fait des efforts, je dois le reconnaître. Il m'appelle 1 fois par semaine, il vient parfois chercher les enfants lui-même le dimanche soir. Mais il y a une distance maintenant, une méfiance réciproque qui n'existait pas avant. Véronique, elle, m'évite autant que possible. Quand elle est obligée de me parler, elle reste polie mais froide. Je crois qu'elle ne m'a jamais pardonné de l'avoir démasquée. Tant mieux. Au moins, maintenant, on sait où on en est. Il y a 3 mois, en mars, j'ai eu une belle surprise. Christian est venu me voir un samedi matin sans prévenir. Il avait l'air nerveux, comme quand il était petit et qu'il avait fait une bêtise. « Papa, j'ai quelque chose à te dire. Je t'écoute. »
Véronique et moi, on va divorcer. Ça ne m'a pas vraiment surpris. Leur couple n'avait jamais vraiment été solide, et les événements récents avaient révélé leur vraie personnalité. Et les enfants, ils viendront avec moi. Véronique ne se bat même pas pour la garde. Je crois qu'elle est soulagée. Et toi, comment tu te sens? Libéré, papa. Pour la première fois depuis des années, je me sens libéré. On a parlé longtemps ce jour-là. Christian m'a avoué que les idées de mise sous tutelle et d'appropriation de mes biens venaient entièrement de Véronique. Que lui, il avait eu des doutes, mais qu'il n'avait pas osé s'y opposer. Papa, j'ai été lâche. J'ai laissé ma femme humilier mon père parce que j'avais peur de ses réactions, peur de perdre ma tranquillité. Christian, la lâcheté, ça peut se soigner, mais il faut du temps et de la volonté. Est-ce qu'on peut recommencer? Pas comme avant, je sais que c'est impossible, mais différemment. J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. Christian, on peut essayer, mais il faut que tu comprennes quelque chose. Je ne suis plus le père qui ferme les yeux sur tout pour avoir la paix. Si tu me respectes, je te respecte. Si tu me mens ou si tu me manipules, je te le fais payer. C'est clair? C'est clair, papa. Depuis ce jour-là, nos relations se sont améliorées petit à petit. Christian a déménagé dans un appartement plus petit, mais plus chaleureux. Les enfants s'y plaisent mieux que dans le grand appartement froid du 16e. Il a trouvé un nouveau travail, moins bien payé mais plus stable. Et surtout, il a recommencé à être un père présent. Plus d'heures supplémentaires inutiles, plus de week-ends au bureau. Il passe du temps avec Léa et Thomas. Il s'intéresse à leurs études, à leurs amis. Jackie et moi, on continue notre petite vie tranquille à Douai. Elle vient prendre le café 3 fois par semaine, on fait nos courses ensemble le samedi matin et 1 fois par mois, on va au théâtre à Lille. La semaine dernière, elle m'a fait une proposition qui m'a fait sourire. Gérard, qu'est-ce que vous diriez d'organiser un vrai Thanksgiving cette année, avec Christian et les enfants? Jackie, c'est une belle idée, mais pas de dinde américaine. On fait une vraie blanquette de veau comme l'année dernière. Marché conclu. Et vous savez quoi? Ce Thanksgiving-là a été le plus beau de ma vie. Pas le plus grand, pas le plus chic, mais le plus authentique. Christian a apporté le vin. Léa avait préparé un dessert qu'elle avait appris à l'école. Thomas m'avait fait un dessin représentant notre famille autour de la table. Pendant le repas, Christian m'a dit quelque chose qui m'a ému aux larmes. « Papa, merci de m'avoir montré ce que c'était qu'un homme qui se respecte. » Comment ça? Tu aurais pu nous laisser faire, accepter d'être traité comme un meuble. Au lieu de ça, tu t'es battu. Tu nous as montré qu'on ne pouvait pas te manquer de respect impunément. Christian, c'est la plus belle leçon que je puisse donner à mes petits-enfants. Montrer qu'on peut vieillir sans renoncer à sa dignité. Aujourd'hui, à 76 ans, je peux vous dire que j'ai appris quelque chose d'important. On ne vieillit pas forcément comme on pense qu'on va vieillir. J'imaginais que mes dernières années seraient tranquilles, que je resterais dans mon coin sans faire d'histoire. Au lieu de ça, j'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour se battre, pour défendre ses valeurs, pour refuser l'inacceptable. Cette histoire avec Christian et Véronique, aussi douloureuse qu'elle l'ait été, m'a donné une nouvelle énergie, un nouveau sens à ma vie. Et puis j'ai trouvé en Jackie une amie précieuse, quelqu'un avec qui partager les joies et les difficultés du quotidien. Nous ne sommes pas amoureux au sens romantique du terme, mais nous nous aimons d'une affection profonde et sincère. C'est peut-être ça, le véritable amour à notre âge. Se choisir, se respecter, se soutenir. Il y a quelques semaines, Thomas m'a demandé si j'étais heureux. J'ai réfléchi avant de lui répondre. Heureux? Oui, je crois que je le suis. Différemment qu'avant, mais authentiquement. Je n'ai plus l'insouciance de mes jeunes années, ni la complicité parfaite que j'avais avec Marguerite. Mais j'ai autre chose. La fierté d'avoir su me défendre, la satisfaction d'avoir préservé mes relations avec mes petits-enfants, et la certitude que personne ne me manquera plus jamais de respect impunément. Quand on m'a dit « Nous ne voulons pas de vous ici »,
J'aurais pu m'effondrer, me recroqueviller sur moi-même, accepter d'être mis de côté. Au lieu de ça, j'ai choisi de me battre. Et j'ai gagné. Pas complètement, bien sûr. Les relations familiales ne redeviendront jamais comme avant. Mais j'ai gagné l'essentiel, ma dignité, ma liberté et l'amour de mes petits-enfants. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai eu raison de me battre comme ça? Est-ce que j'ai été trop dur avec Christian et Véronique? Ou au contraire, est-ce que j'aurais dû aller plus loin? Dites-le moi dans les commentaires. Votre avis compte pour moi, parce que cette histoire, ce n'est pas seulement la mienne. C'est celle de beaucoup de personnes âgées qui se retrouvent un jour face au choix. Subir ou résister. Moi, j'ai choisi de résister. Et aujourd'hui, quand je regarde par la fenêtre de ma cuisine et que je vois Jackie qui traverse la rue pour venir prendre le café, quand je reçois un texto de Léa qui me raconte sa journée d'école, quand Thomas m'appelle pour me dire qu'il a vu un train et qu'il a pensé à moi, je me dis que j'ai fait le bon choix. La vie ne s'arrête pas à 70 ans. Elle change, elle se transforme, mais elle continue. Et tant qu'elle continue, on a le droit de la vivre debout, avec fierté et respect. Voilà mon histoire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Et surtout, n'acceptez jamais qu'on vous traite comme si vous ne valiez rien. Parce que vous valez quelque chose. Nous valons tous quelque chose, quel que soit notre âge. À bientôt mes amis.